Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. On parle dans Bien dans son job des enquêtes internes. Qu'est-ce que c'est? Comment les préserver? Comment préserver la confidentialité de ces enquêtes qui sont souvent des sujets excessivement sensibles? On en parle avec Claire Le Touzé. Elle est avocate spécialisée en droit du travail. Elle est notre invitée. Le cercle RH, il faut former les managers. Oui, alors ça, on l'entend depuis plusieurs mois, presque des années d'ailleurs, puisque tout cela a démarré avec la crise Covid. On va en parler de cette formation des managers avec Anne Pétillot, elle est DRH de ACE, et puis Arnaud Collery, qui est déjà venu régulièrement sur notre plateau, CEO cofondateur de Humanava, avec des formations adaptées justement aux managers soft skills. Évidemment, on fera le point avec lui sur ces sujets. Et puis enfin, fenêtre sur l'emploi. Alors c'est pour rêver un petit peu, les 10 jobs en or de la rentrée. Oui, il y a des jobs en or. Et on va en parler avec Camille Sto. Elle est directrice chez Robert Half. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler des enquêtes internes. Elles concernent les partenaires sociaux, elles concernent les directions des RH évidemment, dans le cadre de conflits, de difficultés et donc d'enquêtes. Et j'accueille Claire Le Touzé. Bonjour Claire. Bonjour. Ravi de vous accueillir, avocate spécialisée en droit du travail. Alors d'abord un petit point de droit, commençons par le début, puisqu'il y a un arrêt de la Cour de casse du 18 juin 2025, si je le dis bien de tête, Oui. qui modifie quelques éléments, notamment autour de la manière dont on va aborder ces enquêtes. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? C'est un élément supplémentaire. Oui, c'est un élément supplémentaire parce que ça permet de s'interroger sur la valeur probante du rapport d'enquête. Comme vous le savez, quand il y a une alerte interne, l'employeur doit mettre en place une alerte. Il doit la confier à une équipe spécialisée et suivre des règles spécifiques pour qu'elle soit faite d'une manière efficace et pouvoir ensuite être utilisée comme moyen de preuve. Et alors, ce qui est intéressant dans cet arrêt du 18 juin, c'est que le juge est venu déterminer de façon plus précise qu'est-ce que la valeur probante d'une enquête. Et donc, la Cour de casse vient nous dire que, en fait, c'est au juge du fond, donc les juges d'appel, de considérer est-ce que ce rapport, il est suffisamment bien fait pour qu'il soit retenu comme un moyen de preuve. Moi, je lis évolution vers des pratiques, et là, on va rentrer dans le vif du sujet, plus rigoureuses et respectueuses. Ouais. Pour le dire simplement, lorsqu'il y a des enquêtes, elles peuvent être confiées aux partenaires sociaux qui, de leur côté, vont mener leur enquête, ou alors ils décident de le confier à une équipe externe qui va mener l'enquête. On est bien d'accord avec cette base et ce principe. Oui, l'employeur a le choix soit de mener, lui, l'enquête avec son équipe RH, soit de demander à notamment un avocat enquêteur externe ou un consultant de mener l'enquête, notamment qu'il y a des conflits d'intérêts, ce qui était le cas notamment ici dans notre affaire. C'était un des éléments soulevés par le salarié qui a été licencié, c'est de dire qu'il y avait un conflit d'intérêts avec le CHSCT à l'époque qui avait mené l'enquête et qui était contre lui. Et donc, il mettait en cause la déontologie des enquêteurs. Donc on parlait encore du CHSCT, qui Oui. aujourd'hui est le CSCT, enfin SSCT, qui a été réformé, mais en tout cas, c'était donc les partenaires sociaux qui étaient pointés du doigt et visés sur leur manque de rigueur ou leur partialité. C'est bien ça dont il est question. Les deux, partialité et manque de rigueur dans la façon dont l'enquête a été menée, puisque l'enquête n'a pas suivi les grands principes, notamment dans la façon dont le rapport a été rédigé. Alors, ma question, évidemment, va dans votre sens. Vous préconisez auprès des équipes RH, lorsqu'il y a un conflit, une suspicion de harcèlement sexuel, de harcèlement moral, c'est dans ce cas-là, vous dites au DRH, prenez plutôt un cabinet extérieur que de vous appuyer sur les partenaires sociaux ou les CSSCT? Oui, puisque le cabinet extérieur a déjà une déontologie que n'a pas forcément les La partenaires sociaux. confidentialité? La confidentialité et également une technicité, parce que c'est quand même très technique de faire une enquête interne. Et il faut être aguerri, il faut savoir poser les bonnes questions, respecter les droits de la défense et rédiger le rapport d'une telle façon qu'il sera inattaquable, justement, en cas de contentieux. Parce que ce qui est intéressant dans ce dont on parle, c'est que là, on parle à une avocate, vous êtes avocate, mais quand vous entamez cette enquête, on est bien dans une enquête,
vous recevez des gens, vous leur posez des questions, un peu comme pourrait le faire un inspecteur qui... Alors, vous n'avez pas d'agrément policier, mais c'est ça, hein, Oui, comme c'est ça. En faites fait, votre enquête. on a une casquette d'avocat enquêteur. Exactement. Donc, ce n'est pas notre rôle d'avocat classique, même si on garde notre déontologie. Et c'est ça qui fait la différence, justement, avec les consultants classiques. Et ça nous permet, justement, d'avoir, avec notre indépendance, notre recul, notre technicité, de pouvoir conduire une enquête et de pouvoir ensuite analyser, qualifier les faits, potentiellement, ce que ne fera pas un tiers. Claire, un éclairage, il peut y avoir un travail d'enquête mené par un avocat enquêteur, donc piloté, mandaté par la direction. Est-ce qu'il peut y avoir une contre-expertise menée par le CSSCT? Oui, ça arrive parfois que les partenaires sociaux demandent une contre-enquête. C'est assez rare, mais ça peut arriver et on peut malheureusement avoir des conclusions différentes en fonction justement de l'impartialité des enquêteurs. Exactement. Et ça veut dire que le rapport d'enquête que vous allez remettre à la direction, à l'issue donc du travail d'enquête, d'audition des parties et des témoins, il y a parfois des témoins, va servir à quoi? À engager une procédure de licenciement, à réintégrer le collaborateur? C'est quoi la finalité de l'enquête? Alors, la finalité de l'enquête, c'est de faire la lumière sur les faits, pour pouvoir permettre ensuite à l'employeur de prendre des décisions. Mais le rôle de l'avocat enquêteur s'arrête à la réunion des faits et éventuellement à la qualification de celle-ci. Mais ensuite, l'employeur va se servir de ce rapport pour prendre des décisions, éventuellement des mesures de prévention, voire de remédiation, pour que le harcèlement, s'il y en a un, cesse. Juste un mot important, ce rapport d'enquête que vous allez écrire, est-ce qu'il a une présentation orale devant les parties prenantes concernées directement par le dossier? On voit bien de quoi je dis des questions, de cas de harcèlement, d'un manager qui harcèle. Est-ce que les personnes sont... vous leur présentez à l'oral? Alors, on peut le faire. Notre mandant, c'est l'employeur. Si l'employeur souhaite notamment qu'on vienne en CSE présenter les conclusions de l'enquête, on le fait. Et ça permet en effet de pouvoir répondre aux questions éventuellement. Ou sinon, l'employeur le fait. Les deux options sont possibles. Bon, en tout cas, une transparence en tout cas sur le travail que vous avez mené, de manière à ce que ça une soit transparence et une responsabilité sur le travail mené. C'est un sujet important, cette question des enquêtes internes, parce qu'en général, ce sont des sujets liés à la souffrance. Il y a souvent beaucoup de souffrance dans ces dossiers. Merci Claire Letouzet d'être venue nous éclairer. Et puis c'est un éclairage précis, puisqu'il est lié à cet arrêt de la Cour de casse du 18 juin 2025. Avocate spécialisée en droit du travail, merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, place à notre débat, c'est le cercle RH. J'accueille mes invités. On va parler des managers. Bah oui, les managers parfois en première ligne, aussi dans des cas de conflit d'ailleurs. On va en parler avec nos invités. Le cercle RH pour parler des managers, un sujet dont on a beaucoup parlé pendant le Covid, mais dont on parle évidemment encore aujourd'hui sur leur capacité d'embarquer, d'impacter, de coacher même d'ailleurs leurs équipes. C'est peut-être plus le manager vertical auquel s'attendent aujourd'hui la génération Z. On va en parler avec mes invités. Anne Pétillot est avec nous. Bonjour Anne. Bonjour. Ravi de vous accueillir. DRH de ACE, je l'ai bien prononcé. C'est très bien. Qui est un cabinet de recrutement et de travail temporaire. Et une entreprise de travail temporaire, oui. Avec une étude qu'on va commenter dans quelques instants sur, en tout cas à travers les témoignages ou le sondage fait auprès de votre vivier, qu'est-ce qu'un bon manager, quelles sont les qualités qu'il doit avoir. On va en parler avec vous dans quelques instants. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Collery. Bonjour Arnaud. Bonjour. Très heureux de vous retrouver parce que vous êtes venu très régulièrement sur la chaîne Bismart et dans notre émission Smart Job, CEO cofondateur d'Humanava. Avec un programme alors dédié aux managers. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui et vous allez nous en parler, un programme 100% distanciel pour les réarmer. Réarmer, tout à fait. Les mobiliser, mais mobiliser leur cœur et pas juste leur intelligence, pas être juste performant, mais si jamais on pouvait toucher à leur cœur. Et si jamais on pouvait faire d'eux des êtres inspirants. Donc il y a un petit cœur qui bat. Il y a un petit cœur qui bat. Derrière sous le veston du manager. Sous le veston. Sous le veston. Quelques chiffres quand même, 72%, chère Anne, 72% des salariés français interrogés estiment qu'un bon manager doit avoir de l'expérience et une formation. Si je prends le sujet à l'envers, ils ont dû avoir affaire à des managers sans expérience et donc sans formation. Est-ce que c'est ça le sujet qui est posé à travers cette question? C'est tout à fait la question qui est posée. C'est-à-dire qu'on devient manager, oui, probablement, mais pas seulement. Il faut qu'il y ait un accompagnement de l'entreprise qui donne les outils aux managers pour se développer et développer ses collaborateurs. Donc là, encore une fois, en descendant un peu plus bas dans la question qui n'est pas dite,
c'est qu'on nomme parfois des gens managers sans la formation adéquate, sans qu'ils aient forcément eu la préparation presque mentale pour accéder à ce poste. On les nomme parce que c'est des bons techniciens. Peut-être. Arnaud, comment vous regardez Ouais. ce sujet-là? Alors, elle a encore peut-être une plus belle expérience que moi, parce que son groupe est vraiment faramineux, c'est incroyable ce qu'ils font. Mais nous, juste ce que je vois sur le terrain, avec, que ce soit en France, à l'étranger, quand même, dans le monde francophone, dans le monde européen, quand même, effectivement, on est on est gradué, on va dire, de devenir manager assez facilement dès qu'on est sur papier. Bon, dès que sur papier on a des bonnes notes quelque part, et on n'a pas cette technique anglo-saxonne de cohésion d'équipe, de leadership, de qu'est-ce que ça veut dire de faire de la cohésion d'équipe, qu'est-ce que ça veut dire de demander aux autres, qu'est-ce qui fait que tu es devenu la personne que tu es. Mais vous, dans votre parcours Ouais. de formation, c'est une expertise que vous apportez. Ouais. Et vous avez dû en amont Ouais. définir Oui, globalement bien ce sûr. dont ils avaient besoin. Ouais. Ils ont besoin Ouais. de quoi, les Ouais. managers? Alors, nous, on a décortiqué de ce qu'on a vu. Hein. On a avec, donc, ça fait 10 ans à peu près de formation dans 40 pays. Ce qu'on a vu, on a décortiqué ça en 6 sous-modules. Les principaux modules, pas de surprise, hein, c'est la vision, c'est la cohésion d'équipe, c'est l'engagement. On retrouve l'enquête, la très belle enquête de Hayes. Effectivement, si on apprend aux managers juste de décortiquer le leadership, la plupart, en fait, viennent, on se rend compte, pour la posture en soi. En fait, est-ce que je suis vraiment un manager? Est-ce que j'ai le syndrome d'imposteur? Est-ce que j'ai 40 ans, 45, je suis devenu manager? Mais est-ce que... Et on leur dit, oui, on va décortiquer ce que tu es. Tu peux être manager et tu peux avoir un style de leadership comme ça à ce moment-là, peut-être un autre moment comme ça. On leur apprend les différentes méthodes, les différentes théories, et puis surtout, le partage d'expérience. Ce qu'ils veulent, c'est être entre eux de temps en temps et partager ce qu'ils ont vu le terrain et se confronter aux autres. Dans les chiffres qui Oui. ressortent, qui vient faire écho d'ailleurs au programme que vous avez identifié, dans vos chiffres, Oui. issus des 1000 personnes qui ont répondu, c'est l'engagement qui sort en premier à 27% des personnes interrogées, le leadership à 18%, on évoquait ce mot, l'écoute à 9% qui est en troisième position, la patience et la motivation qui sont des éléments très soft skills. L'engagement, c'est quoi? C'est je suis au bout du bateau, c'est moi le capitaine, et quand il y a des coups à prendre, c'est moi qui les prends. Il y a un peu de ça, quoi. Je pense que ce que vous disiez est vrai, c'est que l'important, c'est quelque part d'être inspirant. Et pour être inspirant, il faut montrer l'exemple. Nous, c'est beaucoup ce qu'on dit, c'est l'idée par l'exemple. Et ça, c'est vrai que si vous vous montrez par exemple en tant que manager, personne ne vous suit. Parce que quelque part, c'est ça un leader. C'est le sens même du mot leader. C'est quelqu'un qui donne envie de suivre. C'est totalement fondamental. Je rajoute quand même un élément, puisque là, on a mis des éléments positifs de soft skills, la capacité d'écoute, de patience, c'est important, le droit à l'erreur, laisser l'autre faire l'erreur, mais quand même, dans votre étude, ce qui ressort, c'est à 33%, ce qu'on reproche aux managers, c'est l'autoritarisme à 33%, et attention, la malhonnêteté à 30%. Alors, est-ce qu'on parle de malhonnêteté au sens général ou de la malhonnêteté intellectuelle? J'ai envie de le lire sous la malhonnêteté intellectuelle. Je pense que c'est comme ça qu'ils le voient. Ça, c'est un sujet quand même. Vertical. Ouais. Enfin, socioculturellement, c'est passionnant. Ce qu'on voyait sur le terrain, c'est qu'en fait, il y a un besoin de créer du lien sans les masques habituels professionnels. Il y a un terme que j'ai découvert récemment, d'ailleurs, il y a 2-3 semaines, anglo-saxon, mattering, entre guillemets. Donc, il vient de matter, c'est-à-dire matter pour quelque chose, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute des autres et on vaut quelque chose sur le terrain. Et ce qu'on se rend compte, et on peut le faire en ligne, donc notre programme, c'est 3 mois de formation en ligne, 20 heures de vidéos préenregistrées, 6 coaching live toutes les 2 semaines. Et ce qu'on voit, c'est que les gens, ils ont juste envie de parler à cœur ouvert et juste de matter, juste d'être quelqu'un, d'être entendu. Les gens ne sont pas assez entendus, qu'ils soient managers ou employés d'ailleurs. Autoritarisme, parce que ACE, c'est un groupe international. Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi et peut-être que vous allez pousser le curseur en essayant de voir les différences entre l'Allemagne, les pays anglo-saxons. L'autoritarisme, ça, c'est quelque chose d'assez typique du manager français qui ressort. C'est-à-dire, je suis manager, je décide, vous exécutez. Et j'ai le sentiment aujourd'hui que ça bloque ça. C'est, je pense, pas quelque chose que recherchent les jeunes générations. Clairement pas. Ils ont envie de sens, ils ont envie d'un modèle, ils ont envie de savoir ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Et c'est vrai que recevoir des ordres top-down, ça fonctionne pas.
Et c'est pour ça qu'il faut que le manager soit inspirant, il faut qu'il soit explicatif, il faut qu'il soit très pédagogue, en fait, derrière tout ça. Attendez, c'est un manager prof, c'est un manager coach, c'est un manager papa. Un manager coach. Euh, Donc, c'est pour ça que dans nos formations en interne, alors c'est pas le niveau des jeunes managers, mais c'est le niveau 2 des managers intermédiaires, chez nous. On a un niveau 3 où les collaborateurs sont formés au coaching, au feedback, à l'écoute active. Il faut que le manager soit un coach de vie pratique. Connecté. En fait, il y a vraiment une idée de connexion. Exactement. C'est ça, c'est je suis à ton écoute et je t'écoute vraiment. Je m'intéresse à toi. Voilà, je m'intéresse vraiment à ton sujet. C'est ça. Et au-delà même des sujets techniques, je m'intéresse aussi à toi. Ouais, bien sûr. Complètement. Ça, c'est un sujet que vous devez adresser aussi dans vos accompagnements. Le premier module de notre école de leadership, encore une fois, c'est 6 modules. Le premier module, c'est le self-leadership. Désolé, c'est un terme anglo-saxon, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Déjà, devenir leader de soi. Hein. On dit que 20%, que ce soit des managers employés ou top leaders, se connaissent, font un travail sur soi. Qui je suis, dans quelles circonstances. 20% seulement. Comment veux-tu collaborer avec d'autres personnes et de temps en temps les manager, leur dire où on va, être clair. J'ai vu aussi ce rapport sur la clarté, bien sûr. Oui. Si déjà nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on est, ça va être très très dur d'emmener les gens avec toi. Et effectivement, on est dans une époque, vous parlez des plus jeunes, ils veulent absolument ce que faisait Emmanuel Faber, le CEO de Danone, tout d'un coup, lever son masque et dire voilà, je suis vulnérable. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire tout le temps, dans tous les cas. De temps en temps, il faut être affirmatif. On va vers les KPI, il faut être performant. On a travaillé avec une équipe de Décathlon cette année. C'était ça. De temps en temps, c'est dans le dur. Et puis de temps en temps, c'est ces bulles d'oxygène où on laisse la parole libre. Puis après, on la referme. On est reparti, KPI, performance, etc. C'est juste équilibre entre le KPI, le business et l'humain. Ouais. On a besoin de ça. Enfin, j'imagine que, là, je m'adresse à vous en tant que DRH. J'imagine que vos collaborateurs aussi, ils ont besoin de cette espèce de jeu de va-et-vient entre l'humain, la souplesse et en même temps le cadre. Ils ont besoin d'un cadre. Et moi, ce que j'ai appris au tout début, quand j'ai un passé de légaliste, d'avocat, et après j'ai repris mes études de RH, le premier truc qu'on m'a dit, c'est on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. C'est clair. Et j'ai fait des études sur le turnover, j'avais fait un mémoire à l'époque sur le turnover, et le turnover, c'est à 50% le manager. Évidemment. Et ça va jusqu'à 57%, je disais même hier soir, jusqu'à 73% des interrogés dans d'autres études à cause du manager. Donc, en fait, il occupe une place, mais complètement fondamentale au cœur de la machine. Déterminante. Parce que la ressource humaine, c'est la ressource de l'entreprise. Si on la perd, on perd tout. Et juste une question que j'ai dû poser à peu près une centaine de fois sur ce plateau, ou en tout cas dans cette émission. À force d'expliquer que ces managers ne sont pas tout à fait en ligne avec les attentes aujourd'hui des collaborateurs, est-ce qu'on a encore besoin de ces managers? Est-ce qu'il ne faut pas réinventer le mot, inventer une autre terminologie? Parce que manager, c'est tellement fourre-tout, tellement vulgarisé, tarte à la crème. Même moi, en tant que formateur, on est plutôt des entraîneurs. C'est ça. Donc, peut-être qu'un manager sera un entraîneur. C'est le terme que j'utilise. En plus, je lis sur le sport, je fais foot, sport, moi, dans ma vie privée, mais je vois le parallèle de plus en plus. Effectivement, moi, les meilleures techniques que j'apprends, c'est des coachs sportifs. Hein. Pas d'autres coachs de vie ou d'autres coachs business, mais c'est les coachs sportifs qui m'amènent ce que je peux, moi, amener sur le terrain. Et peut-être que ça pourrait être un terme. Peut-être avec vous, on est en train de créer, Arnaud, aujourd'hui, on vit quelque chose d'énorme là. Ouais. On est en train de conceptualiser un nouveau mot. Mais est-ce que les DRH... Un entraîneur. Je le vois plutôt comme un entraîneur. C'est quelqu'un qui va développer le collaborateur pour le faire sortir de soi. Et c'est ce que vous dites, nous, c'est notre première étape au niveau de notre formation de manager, c'est connais-toi toi-même. Quelles sont tes forces, tes faiblesses? Et après, tu vas vers l'autre. Parce que c'est vrai qu'on arrive comme manager parce qu'on a réussi. Et après, c'est sortir de soi-même pour faire donner le meilleur aux autres. Alors vous dites, Anne, qu'on a réussi, mais moi, quand je regarde les études des DRH, on lit que beaucoup de personnes ne veulent plus être managers. C'est-à-dire qu'il y a une crise des vocations, par ailleurs. Ils disent, moi, je ne veux plus. C'est très vrai aussi. Parce que c'est des responsabilités. On vient vous chercher quand ça ne va pas, quand il y a du stress. On engage finalement la responsabilité de l'entreprise, potentiellement parfois. On doit savoir quels sont les signaux faibles, les détecter. On est un petit peu tout. En manager, on est un peu psy, on est un peu coach. De plus en plus psy. On est formateur. Bien sûr. On devient quelque part un peu tout. Manager, c'est dur aujourd'hui. Hein. Oui, sur la dernière formation inter-entreprise qu'on fait, nous, parfois, on ouvre les formations en ligne, donc inter-entreprise. On avait des gens de la Cité du Vin de Bordeaux, de Microsoft de Paris, de l'armée même, ça c'est intéressant. Et sur ces 20 personnes, il y avait 3 personnes qui ne savaient pas si elles voulaient le poste au-dessus. Elles ne savaient pas, elles sont rentrées dedans. Elles manageaient déjà des gens, elles avaient déjà un poste élevé. Est-ce que je vais au-dessus? Et en fait, on a travaillé essentiellement sur la vision. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? De toi, de ta vie. De ta vie. Et en gros,
quand tu vas être dans le feu, est-ce que là, tu vas développer ton caractère? Est-ce que tu vas te connaître plus? Est-ce que tu as envie d'être là? Et surtout, est-ce que tu vas t'épanouir, je me permets, Arnaud? Bien sûr. Est-ce que tu vas t'éclater, quoi? Parce qu'il y en a qui ne sont pas faits pour aller à travers du feu. Et très bien. Tu n'es pas obligé d'être leader. Tu n'es pas obligé d'être manager. La crise des vocations, vous la ressentez? Alors, il y a ceux qui expliquent effectivement qu'il y a un manque de clarté, puisqu'on évoquait l'autoritarisme, mais derrière, il y a quand même la négativité, le manque de clarté, qui est un sujet qui est soulevé par les interrogés. Ça leur demande beaucoup de clarté, une bonne connaissance produit, beaucoup de psychologie. Enfin, ça demande quand même, quand on aligne toutes les qualités, il en faut beaucoup quand même. Hein. Et de l'énergie Bah oui, au quotidien. il ne faut pas lâcher. En fait, c'est le collectif qui Ouais. prime. Vous arrivez dans l'entreprise, effectivement, vous êtes chef d'équipe, vous êtes responsable d'une équipe. Entraîneur en chef. Entraîneur Et en puis, chef. comment se ressourcer avec l'énergie? C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez vu, c'est passionnant ce qui se passe dans la longévité, dans les tech startups. Là, il y a une nouvelle boîte qui s'appelle Zoe, Ouais. qui a levé je ne sais combien, 20 millions pour trouver un espèce de laboratoire de longévité. Ils font des deals avec les corporates. Et de plus en plus, maintenant, les top managers, ils veulent avoir un coach en longévité, un coach qui va travailler sur le côté physique, avec des biomarqueurs un peu partout pour savoir si je peux rester en capacité mentale et physique. Comme Parce des que, sportifs de haut niveau. Comme des sportifs de haut niveau, on y arrive. C'est passionnant, Ouais, c'est à la fois passionnant et un peu effrayant, je comprends. si je Ouais, peux me permettre, bien sûr, parce c'est que un tout peu d'un coup, effrayant, on ouais. pousse cet homme Mais à on des n'est pas obligé, performances. on peut aller au Tibet ou au fin fond de Bali. Qu'est-ce que vous en tirez, vous qui dirigez, enfin qui êtes DRH de cette entreprise de recrutement et de travail temporaire, ça vous recentre dans les missions que vous imposez à vos équipes, avec lesquelles vous partagez? Quels sont les messages que vous tirez de tout ça, de cette étude, qui est à la fois positive et en même temps négative? Le message que je tire, c'est que ça, en même temps, ça ne me surprend pas parce que pour moi, un collaborateur productif, c'est un collaborateur heureux. C'est un collaborateur épanoui. Et du coup, il ne peut être épanoui qu'heureux que si, effectivement, il est poussé vers l'avant. Et c'est vrai que tous ces chiffres, vous dites, bon voilà, ce qu'on peut reprocher, c'est l'autoritarisme à 33%, la malhonnêteté, 30%, une mauvaise organisation, tout ça, effectivement, ça pousse pas vers le haut, ça tire pas vers le haut, et finalement, c'est pas très étonnant. Même, je suis aussi manager, j'ai mon équipe, Oui. et la première chose que je leur dis, c'est que moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient heureux. Je veux qu'ils soient épanouis. Donc, pour qu'ils soient Pour épanouis, donner le meilleur d'eux-mêmes. Exactement. Bien sûr. Parce que finalement, et quelque part, c'est aussi un peu intéressé. S'ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, ça fonctionnera Ouais, pas. ouais. Et on ne donne le meilleur de soi-même que si on aime ce qu'on fait. Et c'est pour ça que pour moi, la clé, Ouais. c'est le management participatif. Après, on a chacun son style de management. Et d'ailleurs, On se met autour de la table, on parle et Voilà. quelqu'un tranche à un moment donné. J'étais à une Arnaud, conférence, un dernier mot. j'étais à une conférence passionnante l'autre jour avec un certain Isaac Getz. Vous connaissez, Bien sûr, il est très, assez connu. très connu. Et il a dit Star. quelque chose, star. Il a dit quelque chose de passionnant et j'y crois. Le bonheur au travail, pour lui en tout cas, ça se résumait ainsi: pouvoir compter sur soi, que les autres sachent qu'on puisse compter sur Oui. lui et compter sur les autres. Moi, je vais juste rajouter une dernière chose qu'on essaie de faire à Manava. Humanava, c'est en fait un leadership dojo. Je sais qu'un de vos collaborateurs est fan de judo, je venais de l'entendre. J'y pense- Nicolas Juchat, on ne peut Nicolas, pas le citer. Nicolas, nous, ce qu'on a créé à Humanava, c'est un leadership dojo, c'est-à-dire qu'on les accompagne pendant 3 mois avec cette école de leadership, et puis après, on fait des choses parallèles. On a monté un podcast, Stand Up for Passion, sur Spotify. On monte un événement décalé. À 18h la semaine prochaine, le 20 septembre, au République, sur le leadership d'une façon décollée avec un certain Boris Sirbet. Vous connaissez peut-être. Absolument, ça Il sera le abrège. dernier mot, Arnaud. Oui. Et oui, parce qu'à un moment donné, on est décalé, mais le temps, Le évidemment, est imparti. On comme y le revient dit. toujours. On en revient toujours On à y cette revient notion toujours. du temps. Le temps file. Merci Anne Pétillon. On peut découvrir votre Merci à étude de DRH de ACE, étude sur le site d'ACE. 1000 personnes interrogées. C'est une étude qui date de quelques mois, donc elle est toute Exactement. fraîche. Merci de nous avoir rendu visite. Étude Merci à vous. instructive. Merci à Humanava. Allez sur le site Merci. Humanava, des podcasts, des événements décalés et un programme évidemment passionnant en distance, en distanciel. À Merci. Merci à destination vous deux. des managers. Merci, Merci c'est un plaisir de beaucoup, partager ce moment. On a créé un nouveau concept. On ne dit plus manager Très dorénavant. bien. Terminé. Merci. On tourne une page, c'est Fenêtre sur l'emploi. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Dans ce climat un peu morose, on va s'intéresser aux 10 jobs en or de la rentrée. Écoutez, c'est à saisir, c'est métiers en or. On va les détailler avec Camille Stéo. Bonjour Camille. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous retrouver. Vous êtes directrice chez Robert Half. Alors c'est vous qui avez classé ces 10 métiers. On les cite, ces 10 métiers, Camille? On va y aller déjà. Peut-être avant de démarrer, comment on classe Ouais. beaucoup ces métiers. La méthodo? Voilà, la méthodo, comment on dresse ce bilan. On va prendre en compte tous les recrutements
effectués sur l'année chez Robert Half. Donc, prendre en compte l'avis des différents directeurs de spécialité chez Robert Half, nos échanges quotidiens à la fois avec les dirigeants d'entreprise et les candidats pour dresser ce bilan. Génial. On voit quand même qu'il y a deux grandes familles. On va commencer par le marketing peut-être, et puis il y a la tech, Il y a la et puis il y a la finance, qui sont quand même les trois piliers aujourd'hui d'une boîte. Directeur marketing, c'est ça? C'est quoi? C'est pour faire décoller la boîte? Le directeur marketing, clairement, on le sent aujourd'hui, on est dans un marché qui est mouvant. Il faut vraiment se différencier de ses concurrents. Il faut aller chercher la croissance, fidéliser aussi les clients existants, c'est important, et ensuite aller conquérir de nouveaux clients. Sales exécutive logiciel, on le voit, c'est très intéressant. Là aussi, il faut lancer la partie tech et toute la transfo tech. Là, ça remonte aussi, c'est un métier en or, ça. Totalement, parce qu'avec l'émergence de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est vraiment un profil hybride qui à la fois va combiner des compétences techniques pointues sur des logiciels précis et en même temps un sens de la négociation, des relations clientèle importants. Alors, deux métiers que j'ai mis dans la même famille, contrôleur de gestion et contrôleur financier. Mais je voudrais qu'on fasse un petit focus sur consolideur, parce que c'est alors un mot. Quand j'ai vu votre liste, je me dis, tiens, chez Robert Half, ils inventent des mots. C'est quoi, consolideur? C'est pas compliqué à comprendre. En fait, un consolideur, si vous voulez, il va aller agréger toutes les données financières d'un groupe qui va disposer de plusieurs filiales pour en faire un bilan, du coup, unique. Donc, une photo plus précise encore. Une photo plus précise et dans des temps un peu troubles, on a besoin d'avoir des données financières qui soient totalement fiables, une fiabilité quasi absolue des chiffres, donc c'est important. Parce qu'on travaille sur des délais très courts terme, les entreprises ont des visibilités ou des délais très courts. Hein. Et il faut pouvoir s'ajuster. C'est pour ça que le contrôleur de gestion, la comptabilité va servir de base, on va dire, pour faire du coup que ces chiffres soient fiables, et le contrôleur de gestion va venir faire parler ces chiffres et permettre d'ajuster la stratégie. Camille, soit je suis totalement ignare, mais consolideur, c'est un mot qui n'est pas encore rentré totalement dans le vocabulaire, on est d'accord? C'est pas totalement rentré dans les mœurs, mais ça va le devenir de plus en plus. C'est ça, on va chercher ces métiers un peu qui sont en fait des contrôleurs de gestion améliorés, quoi. En général, on démarre sa carrière en comptabilité C'est et ça. Ensuite, on va évoluer sur la partie consolidation. Alors, consolidation, contrôleur de gestion, on voit bien évidemment les enjeux, avoir un travail sur ses finances et une visibilité au plus fin. Contrôleur financier, Contrôleur financier, c'est un peu un chef d'orchestre de la finance qui va venir faire parler et cohabiter en fait toutes les fonctions financières de l'entreprise, mettre en place aussi le contrôle interne dans l'entreprise, c'est important aujourd'hui, faire que tout fonctionne bien, on va dire. on a administrateur système et réseau qui vient nous renvoyer à tous les enjeux tech et à toute la manière dont l'entreprise va avoir tous les tuyaux bien réglés sur le numérique, c'est bien ça, hein? Et challenge aussi que rencontrent les entreprises aujourd'hui sur la cybersécurité. Il faut aujourd'hui qu'on ait quelqu'un de compétent pour vraiment sécuriser les données au maximum. Et enfin, Office Manager, ça c'est quoi Office Manager parmi ces 10 métiers en or? Alors, l'Office Manager, aujourd'hui, c'est la personne qui va permettre de faire cohabiter en fait les personnes au bureau, parce que on a beaucoup d'entreprises qui souhaitent un retour des collaborateurs progressif dans les bureaux. Mais avant de vouloir les faire revenir, il faut s'assurer qu'ils aient une place au bureau, il faut s'assurer que la machine à café fonctionne. Donc l'Office Manager va faire en sorte de mettre les meilleures conditions pour les collaborateurs. Donc c'est celui qui va faire que l'environnement professionnel et de travail soit le plus optimum Pour performer. pour performer et donner Tout à fait. les meilleures conditions de retour. Puisqu'en fait, vous le confirmez quand même, chez Robert Half, vous devez l'observer, il y a quand même un reflux du télétravail. Il y a un petit retour en arrière sur le télétravail. On a envie que les gens reviennent au bureau avec une vraie cohésion d'équipe. Si on va sur le site Robert Half, on a aussi face à ces métiers en or, ça fait un peu rêver, les rémunérations, les REM en face. Les rémunérations en face et on a notre guide des salaires qui sort le 8 octobre, que vous connaissez bien, Absolument, Arnaud. qui est très attendu. Qui sera- Ça, c'est des métiers en or parce que vous avez consolidé plusieurs données en quelques mots, mais c'est aussi des métiers en or au niveau des rémunérations. C'est des métiers en or sur la partie rémunération, en effet, surtout sur la finance. Pour autant, par exemple, on voit le gestionnaire de paye et le gestionnaire ADV aussi dans ce classement. Exact. C'est des rémunérations qui ont beaucoup augmenté sur ces dernières années. Là, on voit un petit recul. Pour autant, moi, ce que je tiens à souligner pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est vraiment de se dire que c'est des voies possibles de reconversion sur ces métiers-là. Gestionnaire paye, gestionnaire ADV. C'est tout à fait exact. Avec aujourd'hui beaucoup de désirs de reconversion, de changement de carrière. Merci Camille Stéo d'être venue nous rendre visite avec les métiers communs qu'on a cités très brièvement, les gestionnaires de paie, les comptables généraux, les gestionnaires et les responsables ADV, mais qui étaient déjà communs aux études précédentes. Tous ceux qu'on a cités après étaient les nouveaux métiers qui sont des métiers en or, vous l'aurez compris, chez Robert Half. Allez sur le site Robert Half. Merci Camille Stéo de Merci nous avoir Arnaud rendu pour visite. votre accueil. C'est un vrai plaisir. L'émission est terminée. Merci à vous, merci à Nicolas Juchat, merci à vous tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.